Je vais parler maintenant de l'étude que j'ai faite du suicide. Dans cette région du sud-ouest de l'île, tout à fait au sud-ouest, une région de collines, que j'ai commencé à visiter sérieusement dans les années 74-75. Et quand j'ai débarqué là-bas, j'ai été dépaysé par rapport au terrain que j'avais fait auparavant. Le style des gens et des choses était tout à fait différent. Les groupes locaux, les établissements, villages, ou comme on veut les appeler, étaient beaucoup plus importants. Donc la population plus concentrée. L'habillement était différent, plus élégant. Le style des cérémonies et des rituels également différents. C'était aussi une région beaucoup plus isolée, bien que proche de la mer, donc accessible par la mer, par des petits bateaux. Hein. Il n'y a pas vraiment. Ah si, il y avait même une sorte de jetée qui avait été créée pour une mine de silica qui s'était installée là-bas. Il y avait des bateaux de tonnage un peu plus important qui pouvaient entrer là, dans l'embouchure d'une rivière, la Coulby. Et donc alors là, je suis arrivé, donc j'ai trouvé ces gens, puis il y avait la présence d'un personnage extraordinaire qui s'appelait Tuking, qui était un grand chaman, un grand chaman. C'était un grand guérisseur, et c'était en même temps ce qu'on pourrait appeler un grand leader. Comme j'ai dit, il n'y a pas de chef. Les chefs là-bas n'ordonnent pas, mais donnent des conseils, admonestent les gens, indiquent, rappellent le droit, etc. Un grand leader qui était à la fois un connaisseur du monde surnaturel, donc un guérisseur, il guérissait les corps. C'était un juge de droit coutumier. Juge, c'était un arbitre qui mettait les gens d'accord, donc c'était un pacificateur, donc, guérissait les âmes. Et enfin, c'était aussi un ancien qui avait de nombreux enfants, neveux, nièces plus exactement, mariés, et donc qui était un petit peu au sommet de cette pyramide de l'Alliance que j'avais décrite auparavant. Donc en qualité, n'est-ce pas, d'ancien et de chaman, guérisseur, etc., il trônait dans c'était un type charmant, drôle. Il trônait dans une immense maison, très belle, qui était une maison de réunion. Alors il en occupait une toute petite partie, derrière un petit paravent, une petite cloison, il avait ses affaires. Mais c'est une immense, tout le monde, alors tous les gens de la région venaient là pour recevoir ses bénédictions, se faire guérir, etc. Ou alors pour discuter d'affaires, de litiges, de mariage, de divorce, etc. Les gens divorcent beaucoup, se marient, ils divorcent beaucoup. Et lui présidait tout cela. Et voilà, il passait son temps, alors c'était presque un professionnel, il passait tout son temps. Et c'est le groupe qui le nourrissait. Enfin, lui, d'ailleurs, il avait un problème de claudication, il avait un problème à la hanche, ou à la jambe, je ne sais pas s'il avait eu un accident, il marchait mal, mais il était un peu vieux aussi, donc voilà, bon, le groupe l'adorait, il était vraiment aimé, ce type, c'était pas du tout, c'était pas un tyran, un dictateur, c'était un oncle bienveillant, vous voyez, ou un grand-père bienveillant, voilà, il était vu comme ça. Il avait cette maison magnifique, très très grande, et qui est une aubaine pour l'ethnologue, parce que dans ce moment c'est très agréable de s'y tenir, on peut également dormir, tout le monde d'ailleurs venait pour passer la nuit, et un lieu d'observation absolument extraordinaire. Bon. Mais, dès les premières semaines,
et j'entendais parler de gens qui s'étaient suicidés. Et ça revenait sans arrêt dans la conversation. Il y avait des problèmes qui avaient à ce moment-là, problèmes de terre, il y avait des gens qui avaient établi un ranch pour des buffles, et les buffles étaient échappés, etc. Donc, les gens, peut-être que les gens se souciaient beaucoup parce qu'ils avaient peur qu'on vienne leur prendre leur terre. Et alors ils disaient, bon, si c'est comme ça, moi je vais me pendre. Voilà. C'était dans la conversation, ça revenait sans arrêt. Si j'ai un problème comme ça, je prends une longueur de rotin, je l'attache à la poutre fêtière, on n'en parle plus. Voilà. C'est bizarre ça. Et j'ai commencé à interroger les gens, et alors ils m'ont dit, oui, mais il y a une telle qui s'est suicidée la semaine dernière, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a toute une famille, etc. etc. Alors, je me disais, c'est incroyable, j'ai jamais entendu parler de ça pendant les mois et les mois que j'ai passés sur le terrain, je n'entendais pas parler de suicide, on ne parlait pas de suicide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de suicide? Donc, alors sur le moment, je pensais que c'était occasionnel et que cette épidémie de suicide, cette fréquence de suicide était due à une circonstance particulière qui était justement l'intrusion de cet entrepreneur chinois qui était venu prendre des terres, établir un ranch, occuper. Et puis, dans les années qui ont suivi, n'est-ce pas, je suis retourné, pas tout le temps, mais je suis retourné dans cette région, j'ai continué à faire des études sur la société, etc. Et ce problème persistait. Ce problème persistait. Donc, il parlait de suicide et des gens qui se suicidaient, il peut me citer des cas. Donc, j'étais totalement intrigué. Et c'est seulement en 89 que j'ai décidé enfin de consacrer tout mon temps à l'étude de ce problème et de faire des statistiques. Des statistiques, il n'y en avait pas. Donc j'ai dû faire des recensements de population et de demander à mes collaborateurs et à toutes les personnes que j'interrogeais de me donner des cas, c'est-à-dire de me raconter s'ils se rappelaient de gens qui s'étaient suicidés, quand, etc. Et je suis remonté assez loin dans le temps. Donc j'ai pu constater que ce n'était pas du tout un phénomène récent, qu'il n'était pas du tout dû à l'intrusion du monde moderne, que dans cette région, il y avait un taux de suicide dont j'ai pu fixer finalement le chiffre à quelque chose d'absolument incroyable, qui était, je suis arrivé à 160 pour 100 000, hein, parce que les taux de suicide, c'est toujours par 100 000. Mais 160, c'est pas... En France, quoi, c'est 20 et quelques, c'est déjà très élevé. 20, c'est déjà très élevé pour un... Là-bas, 160. Donc, je me suis dit, c'est tout à fait... Comment elle va expliquer ça? Donc, j'ai fait l'ethnographie de tout ça. Alors, comment expliquer ne pas le suicide? D'abord, il faut établir le taux. Donc, je vous l'ai dit, c'est des recensements, on peut finir, puis on reprend... Ensuite, on fait ce que j'ai fait. Bon, moi, je suis un ethnologue, donc je ne suis pas un psychiatre, psychologue. Donc avec les moyens du bord, j'ai relu Durkheim, bien entendu, qui ne m'a pas appris grand-chose, parce que sa théorie, c'est une vue de l'esprit. Hein, ça ne permet pas vraiment de comprendre le suicide. Et donc, déjà, voilà, il y a une approche critique du père de la sociologie. Comment? Et donc j'ai fait ce qu'on appelle des autopsies psychologiques, c'est-à-dire que j'ai demandé aux gens, mais pourquoi est-ce que cette personne s'est suicidée, etc. Donc j'ai fait des profils un petit peu, j'ai essayé de regrouper tout ça, j'ai essayé de... Et alors je suis arrivé à un moment où je me suis dit, voilà, j'ai trouvé, en fait il y a un pic, une recrudescence dans la courbe de suicide pour les hommes. Quand ils sont très jeunes, les très jeunes hommes, et pour les femmes quand elles sont d'âge moyen, l'âge moyen de middle age, disons c'est 35 ans. Pourquoi? Parce que les très jeunes hommes, leur problème c'est de se marier. On est dans une culture où il n'y a pas de rite de passage. Mais finalement, le mariage, c'est ce qui transforme
quelqu'un qui n'a pas vraiment de statut social défini, qui est un célibataire en homme marié, c'est-à-dire voilà, un être complet d'un point de vue social. Et donc il y a un enjeu social, sociologique, et puis un enjeu émotionnel. Et les jeunes gens jeunes hommes qui se voient refuser la main, si je peux dire, de leur bien-aimé, soit par les beaux-parents, soit par la bien-aimée en question, et suicide. Voilà. Et puis les femmes. Pourquoi? Pour une raison symétrique et inverse, comme aurait dit l'autre, c'est-à-dire parce qu'elles se font abandonner par leur mari, qui va voir ailleurs. Voilà, bon. Donc les femmes d'âge moyen, parce qu'elles sont... Donc c'est toujours une question de mariage. C'est toujours une question de mariage. Très bien, j'ai trouvé une explication. Je me suis rendu compte que d'autres ethnologues qui avaient travaillé aussi sur les questions semblables, sur le suicide, avaient fait le même cheminement. Ils avaient essayé de trouver les moments de crise sociale et qui correspondaient à des pics de mariage. Seulement le problème, c'est un. Alors le premier problème, c'est que quand j'ai refait cette statistique, la courbe, une des deux courbes s'était aplatie. Ça ne marchait plus du tout. C'est-à-dire j'avais plus de pics de suicide pour un sexe. C'était beaucoup plus continu, donc mon contraste entre les deux, ça ne marchait plus. Donc déjà ça. Et puis de toute façon, qu'est-ce que j'ai expliqué? J'ai expliqué le suicide de certaines personnes, les jeunes hommes et les femmes. Mais il y avait plein d'autres suicides, des gens vieux, des gens beaucoup plus jeunes, ou des gens pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le mariage. Donc je me suis rendu compte que les gens qui avaient, les ethnologues qui avaient étudié, faisaient la même erreur que moi, c'est-à-dire qu'ils n'étudiaient que toute petite partie des suicides. Ils ne pouvaient pas généraliser à partir de cela. Et puis d'une façon beaucoup plus générale, n'est-ce pas, ce qui était le plus finalement intéressant mais intriguant, c'est le fait que tous ces motifs de suicide, qui étaient des motifs de suicide pour les gens de cette région, Kulbi, Kanipahan, existaient ailleurs, mais les gens ne se suicidaient pas. C'est-à-dire des jeunes gens qui sont éconduits, il y en avait plein ailleurs, ils n'étaient pas contents, mais ils ne se suicidaient pas. Des femmes qui avaient perdu leur mari ou devaient se remarier. Il y en avait plein, elles n'étaient pas contentes, elles étaient très stressées, elles ne se suicidaient pas. Donc les mêmes causes ne produisaient pas les mêmes effets. Donc il y avait quelque chose dans ce groupe-là qui était différent, mais sur quel point? Donc la culture, d'une façon générale, n'expliquait pas le suicide. Donc déjà ça, vous voyez, la théorie durkheimienne, c'est un phénomène social ou culturel, déjà ça tombe, quoi. C'est pas. Puis vraiment là un cas d'espèce, c'est presque une expérimentation naturelle. C'est-à-dire j'ai la même. Alors bien sûr, il y a, je vous l'ai dit, des petites différences culturelles sur le plan des rituels, des mythes, etc. Mais je ne peux rattacher aucune espèce de mythe ou de rituel, bien qu'il y ait un mythe où il y a un suicide. Il y a un mythe, un suicide. Mais c'est un suicide très très particulier, qui n'a rien à voir avec ce que font les gens. Bon, les gens suicidaires cependant, ou maintenant plutôt donc la pendaison ou l'empoisonnement par les pesticides, j'utilise des pesticides. Et surtout la nivrée. La nivrée qui est un poison végétal, qui est utilisé pour la pêche au poison. Donc là, les gens bon, donc j'ai écrit un bouquin, alors en anglais. J'ai profité d'une invitation par le CEAS, qui est le Centre d'Asie du Sud-Est de l'Université de Kyoto, de très généreuse invitation, et ça m'a permis d'avoir tout le temps et les moyens d'écrire ce bouquin en anglais que j'ai publié après avoir terminé aux presses de l'Université de Hawaï sous le titre Uncultural Behavior, c'est-à-dire comportement inculturel. Alors c'est un barbarisme de dire, même en anglais, mais je l'ai fait d'une part pour indiquer qu'il n'y avait pas dans la culture les éléments qui permettaient d'expliquer ce comportement, donc il était inculturel, et aussi par référence à un bouquin qui était, je crois dont l'auteur était Catherine Lutz, si je ne me trompe pas, et qui s'appelait Unnatural Emotions. Alors, je suppose que les émotions sont d'ordre naturel, plus biologique,
il y a des émotions non naturelles. Moi, j'ai écrit un bouquin sur le comportement non culturel. Donc, il n'y avait pas dans les cultures les éléments qui me fournissaient des données explicatives. Il y avait quelque chose d'autre. Alors évidemment, je fais une hypothèse sur alors on parle déjà les hypothèses, l'alimentation, le climat, je sais pas. Mais plusieurs hypothèses, j'ai fait plusieurs hypothèses. Je ne pensais pas que ces hypothèses étaient nécessairement bonnes, mais c'était les seules hypothèses que je pouvais faire. La première étant que dans ce groupe, il y avait une enculturation en quelque sorte, une socialisation dans le suicide, par le simple fait que si le suicide est endémique, les enfants vivent avec des aînés qui sont des rôles, des modèles de rôle, et ces aînés se suicident. Donc ils intègrent le suicide comme une option possible, même si le groupe dit c'est pas bien, il ne faut pas se suicider, c'est faux, c'est mal, ça rend tout le monde malheureux, ça ne sert à rien, il ne faut pas. Le groupe, n'est-ce pas, ne recommande pas du tout le suicide, bien au contraire. Mais des gens, des aînés, des frères aînés, des sœurs aînées, des cousins ou des oncles et tantes, se suicident et donc le suicide devient une option intégrée très tôt dans la vie par ceux qui vivent dans ces groupes où il y a le suicide. Qu'est-ce qui aurait déclenché le suicide? Je pense à un traumatisme. Et le seul traumatisme que je voulais trouver, bon, ça s'appelle des razzias par des chasseurs d'esclaves, mais là, c'était plutôt des épidémies de choléra. Alors les épidémies de choléra et les épidémies de diphtérie ont fait des ravages. Et je m'étais rendu compte qu'une épidémie de rougeole avait... non, c'était pas c'était une épidémie d'une sorte de maladie de peau qui avait tué beaucoup de monde, d'ulcères. Et qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de suicides aussi liés à cette épidémie. Alors je me suis dit, il y a eu une épidémie, ça a créé un choc et provoqué une onde suicidaire, comme c'est une vague suicidaire, qui s'est propagée de génération en génération, précisément à cause de cette enculturation, de cette socialisation des enfants qui voient des aînés se suicider et intègrent l'option suicidaire. Et puis, évidemment, l'hypothèse génétique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le génome de cette population qui est tout de même très endogamique et isolée. Il y a peut-être quelque chose comme un effet, comment appelle-t-on ça, un effet fondateur. Un effet fondateur, ce que les épidémiologues, les généticiens appellent un effet fondateur, c'est-à-dire que les gens qui ont colonisé cette région possédaient des allèles qui affectaient leur système sérotoninergique. Donc là, j'ai fait une liaison avec la biologie, voilà, la génétique. Or, cette liaison avec la génétique et la biologie était absolument abhorrée par les sciences sociales de l'époque où j'ai fait mes études. Pas question de faire la moindre référence à la biologie. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure encore, parce que la biologie, c'est l'eugénisme, c'est le racisme, etc., etc. On n'est pas dans les aides biologiques, on est, comme disait Lévi-Strauss, dans l'univers de la règle, de l'artefact, de l'univers de la règle, pas dans l'univers du biologique. Donc, alors, ce qui est tout de même intéressant, c'est que bon, j'ai eu plusieurs comptes rendus de ce livre après, dont certains étaient très positifs, me disant bon, mes hypothèses étaient convaincantes, etc. C'était bien écrit, etc. Puis des sceptiques qui ont dit non, ces hypothèses, ou certains m'ont reproché de ne pas comprendre qu'en fait c'était une société en pleine crise de mutation, etc. Des gens qui n'avaient jamais foutu les pieds là-bas, hein, mais qui se permettaient de me dire que c'était... Je m'étais trompé là-dessus, alors qu'en fait les choses se passaient assez bien sur le plan de la transformation vers une forme beaucoup plus moderne de vie collective, enfin et même technique, enfin, économique.
Et puis alors j'ai eu un long compte-rendu dans l'homme alors, qui m'a vraiment attaqué en disant que j'étais un fossoyeur de l'anthropologie, ou que je voulais être un fossoyeur de l'anthropologie. Alors, ça m'a fait bien rire, n'est-ce pas, ça m'a fait rire. Mais c'est plutôt les critiques au père Durkheim, n'est-ce pas, qui a provoqué la lyre et le scandale, n'est-ce pas. Comment peut-on, comment ose-t-on, n'est-ce pas, comment ose-t-on voilà. Et donc moi je ne voulais pas enterrer l'anthropologie, pas le moins du monde, mais prendre des distances à l'égard des outils explicatifs de l'anthropologie sociale ou culturelle par rapport à un phénomène comme celui-ci, qui, à mon avis, échappe à l'explication purement sociologique ou anthropologique. Et je me suis bien aussi rendu compte que, bon, moi j'ai eu comme professeur un jeune brillant sociologue qui s'appelait Establet, qui est un spécialiste du suicide, qui a ensuite enseigné, c'était professeur à l'Université de Provence. Et c'était un ami aussi. Et lui et Baudelot est un des grands spécialistes du suicide, très durkheimien, etc. Et dans leurs ouvrages, ils ne font jamais aucune mention de ce qu'on sait maintenant sur le plan médical par rapport au suicide, à savoir que tout le monde sait, plusieurs équipes de scientifiques sont arrivés exactement aux mêmes conclusions, à savoir que c'est la sérotonine, c'est le système sérotoninergique qui est en cause, et qui fait que il y a un basculement. C'est ce que Bechler, je crois, appelait, sans le savoir, sans le dire, mais disait il y a un facteur X qu'on ne peut pas comprendre dans le suicide. Il y a un facteur X. C'est trop individuel. Le suicide est trop idiosyncrasique pour qu'on puisse trouver un modèle explicatif d'ensemble. C'est pas possible. Il y a des suicides. Ouais, parce que Durkheim avait écrit un bouquin, Le suicide. C'était la théorie de lui, Émile, sur le suicide. Mais Bechler, qui ensuite a été critiqué, a finalement dit, bon bah, je me suis trompé, j'abandonne, etc. Mais il avait écrit un bouquin qui s'appelait Les suicides. Les suicides. Donc, alors après, j'ai repris cette question. Donc, j'y travaille toujours avec alors, un collègue psychiatre et généticien biologiste et médecin qui est professeur à Sainte-Anne maintenant. C'est un type brillant qui s'appelle Fabrice Joland, qui avait vu mon bouquin. Alors là aussi, c'était la même chose. Les médecins, les spécialistes en génétique du suicide lisaient jamais les sociologues ou les anthropologues. Les anthropologues lisaient jamais les bouquins ou les articles, pourtant tout de même décisifs. On sait qu'il y a quelque chose de biologiquement, non pas déterminant au sens d'un déterminisme mécanique, mais au sens d'une vulnérabilité, c'est-à-dire qui est probabiliste. Les gens ne comprennent pas que la biologie est probabiliste. Elle n'est pas déterministe comme on pensait dans les sciences sociales. Et donc, il m'a fait venir à Montpellier. Il travaillait à l'époque à l'INSERM, justement dans une équipe de psychiatrie génétique spécialisée sur le suicide. Et je suis venu, elle m'a dit, viens, venez faire un exposer vos trucs, c'est intéressant. Alors je suis allé, puis à l'issue de cette conférence qui les a intéressés, il m'a dit, mais alors, il faudrait continuer à travailler là-bas, etc. J'ai dit, moi, je m'excuse, mais j'ai fini. J'ai plus rien à dire parce que là, je suis au bout du rouleau sur le plan des explications. Bon, j'ai fait l'étude, j'ai démontré au moins que ce phénomène existait là-bas. Il y a des chiffres, des données très précises. J'ai fait les hypothèses que j'ai pu faire. Je ne sais pas si c'est des très bonnes hypothèses, mais voilà. Ah, il dit non, on va continuer. Est-ce que voilà, après, c'est tutoyé, on est devenus très amis. Ils étaient d'accord de m'aider pour être traducteur, interprète, m'aider pour l'ethnologie, etc. Alors j'ai dit oui. Et on a fait déjà 3 missions ensemble. Et on va en faire une autre au mois de janvier. Donc dans 3 semaines, dans 15 jours, je pars sur le terrain pour compléter des données sur les relations de parenté entre
les cas de suicide pour voir s'il y a ce qu'on appelle la clusterisation, etc., etc. Et on a fait donc une collecte d'ADN qui est en train d'être analysée à McGill, à Montréal, parce Fabrice travaillait à McGill avant, à l'Institut Douglas, qui ont une section donc, sur le suicide. Donc on continue, on essaie de poursuivre. Moi, c'est lui maintenant qui dirige l'enquête. Hein. Moi j'ai fait mon boulot d'ethnologue, je continue à le faire pour aider à mieux comprendre ce phénomène, qui reste assez mystérieux tout de même, qui reste très mystérieux.